Bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier 2026, nous sommes à Hong Kong et bienvenue pour la chronique numéro 25 de Valise Diplo. Aujourd'hui nous allons parler de l'Iran, puisque les ambitions américaines et israéliennes contre l'Iran nous donnent l'occasion de discuter de trois sujets, trois points très importants des géopolitiques en Eurasie. D'abord, l'aide technologique qui a été apportée par la Russie à l'Iran pour contrer la révolution de couleur, la tentative de révolution de couleur qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui est, comme on le sait, soutenue massivement par la technologie américaine, notamment Starlink, qui est utilisée soit comme outil de déstabilisation, comme dans des pays comme le Venezuela et l'Iran, soit comme un outil de communication sur le champ de bataille, comme en Ukraine. Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Le deuxième, ce sera la nature de l'aide chinoise à l'Iran en préparation d'un conflit potentiel avec Israël et les États-Unis. On entend souvent dans les médias et sur les réseaux sociaux que la Chine ne fait rien pour les partenaires, on va dire idéologiques, et pour les pays du Sud global qui sont dans le collimateur des États-Unis. Mais on verra que c'est totalement faux, que la Chine, au contraire, apporte énormément d'aide, mais que ça n'est pas forcément l'aide à laquelle s'attendent les observateurs et commentateurs occidentaux. Et enfin, le dernier point qu'on abordera, ce sera les leçons qui sont tirées des différents conflits dans le monde, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Venezuela, que ce soit l'Iran. Les conflits, donc les leçons qui sont tirées des deux côtés du détroit de Taïwan, puisque aussi bien l'Ukraine que la Chine regardent très attentivement ce qui se passe sur ces différents théâtres d'opération, et pour en tirer des conclusions dans un éventuel conflit qui pourrait être déclenché par les États-Unis, encore une fois, dans le détroit de Taïwan. Alors d'abord, on va faire un petit retour rapide en arrière sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu donc une tentative de révolution de couleur en Iran qui a été rendue possible par le déploiement par les États-Unis de stations indépendantes Starlink, puisque le gouvernement iranien, dès le début de la contestation, qui est une contestation violente, il faut voir que ce n'était pas des simples manifestants, ce sont des émeutiers qui étaient équipés d'armes de guerre. Donc le gouvernement iranien avait très rapidement, on va dire, éteint l'internet sur toute la capitale et sur une partie du pays, et que les émeutiers et leurs agents traitants utilisaient les stations Starlink pour continuer à communiquer entre eux et à communiquer avec leurs donneurs d'ordre. Donc l'Iran s'est retrouvé dans une situation où il y avait une contestation interne, mais qui était alimentée depuis l'extérieur. Et l'utilisation de Starlink s'est révélée être une arme à double tranchant pour les États-Unis et Israël, parce que grâce à un soutien technologique russe, dont on va parler un petit peu plus tard, eh bien Starlink a pu à la fois être, on va dire, perturbé par des armes de contre-mesure électroniques russes fournies à l'Iran, mais qui a également permis à l'Iran d'identifier où étaient et qui étaient les personnes qui utilisaient ces stations Starlink en Iran, et ça leur a permis, dans ces derniers jours, de démanteler des réseaux d'espionnage israéliens qui avaient été mis en place en Iran depuis des décennies. Donc finalement, ça s'est avéré être une très bonne opération pour l'Iran, à la fois pour faire cesser une contestation qui était instrumentalisée depuis l'extérieur, et pour démonter un réseau d'espions venus de l'étranger également, États-Unis et Israël en tête. Alors, on se rappelle que cette tentative de révolution de couleur qui a lieu en Iran, eh bien en fait, elle faisait suite. Elle a eu lieu quelques mois après ce qu'on appelle la guerre de 12 jours, qui a eu lieu entre l'Iran et Israël, et quelques mois également après la frappe américaine. On se rappelle de cette frappe très télégénique par des bombardiers B-2 d'installations stratégiques iraniennes. Et cette révolution de couleur prend place également avant une potentielle seconde frappe sur l'Iran, puisqu'on sait qu'en ce moment, il y a des très grandes manœuvres aériennes, militaires, des États-Unis vers l'Europe et de l'Europe vers le Moyen-Orient. Donc on anticipe
potentiellement une nouvelle opération israélo-américaine sur l'Iran. Et donc cette révolution de couleur vient à point pour perturber le gouvernement iranien dans ses préparations à un potentiel second conflit. Voilà. Et comme toujours, en amont d'un conflit ou d'un bombardement déclenché par les États-Unis sur n'importe quel point dans le monde, eh bien, il se passe deux choses. D'abord, il y a une hausse vous en avez peut-être déjà entendu parler, de l'index PISA du Pentagone. Alors ça semble être une plaisanterie, mais c'est réel. C'est en fait un index de tension militaire où en fait, avant chaque frappe américaine dans le monde, eh bien, il y a une hausse soudaine des commandes de pizza autour du Pentagone, ce qui laisse penser que tous ces gens-là ne sortent pas du bureau et veulent voir la frappe en live depuis leurs écrans de bureau, et donc ils commandent des pizzas. Donc ça, c'est la première chose qui se passe avant une frappe. Et surtout, ce qui se passe, c'est en fait la diabolisation de l'adversaire, une diabolisation médiatique de l'adversaire. Et donc là, ça n'a pas manqué. L'Iran est accusé par les médias israélo-américains de s'approvisionner en armement auprès de la Chine. Et ça permet deux choses. Ça permet d'abord, d'une part, dans les médias traditionnels, d'accuser la Chine d'enfreindre l'embargo américain. Donc ça, c'est l'histoire, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, c'est l'histoire des mystérieux avions chinois qui volent vers l'Iran, ce qui est une histoire en fait qui est non seulement non vérifiée, mais qui a même été prouvée comme étant fausse. Et dans un deuxième temps, ça permet également à certains médias indépendants d'accuser la Chine de ne pas voler au secours de ses alliés du Sud global, comme ça a été le cas en Syrie, comme ça a été soi-disant le cas au Venezuela et en Iran. Alors, voyons d'abord le premier aspect de notre émission aujourd'hui, qui est l'aide technologique qui a été apportée par la Russie à l'Iran pour contrer cette révolution de couleur. Donc je le rappelle, Starlink a été le principal outil, après que l'Iran ait fermé l'Internet au niveau national, eh bien c'était les stations Starlink fournies gratuitement, puisque Elon Musk s'en est vanté, fournies gratuitement aux émeutiers pour communiquer entre eux. Eh bien, qu'est-ce qui a permis en fait à l'Iran d'identifier et de retourner contre eux cette arme qui était les stations Starlink? Eh bien d'abord, c'est la possibilité qu'ont eu les Iraniens à la fois d'aveugler le GPS sur une grande partie du territoire, ce qui ne permet pas aux stations Starlink de se lier à leurs satellites. Également une saturation des bandes hertziennes KU principalement, et le ciblage physique du matériel en fait pour démanteler le réseau. Donc comme je disais, c'est non seulement on a pu empêcher le gouvernement iranien a réussi grâce au système russe à empêcher le bon fonctionnement des stations Starlink qui ont été apparemment perturbées dans la transmission des données jusqu'à 80% dans certains quartiers de Téhéran, mais également ça a permis d'identifier qui étaient ces utilisateurs, de les retrouver et donc de démanteler ces cellules d'espionnage israélien. Alors en juin 2025, on se rappelle que l'Iran était engagé dans un conflit très bref, la guerre des 12 jours, et dans les mois qui ont suivi, eh bien l'Iran n'a pas traîné pour s'équiper et acquérir plusieurs systèmes russes, mais le principal étant le système qui s'appelle Krasukha 4 et qui avait été déployé au Donbass en 2023. Et c'est donc un système de contre-mesure électronique, de brouillage de radar qui permet en fait de créer une espèce de zone morte autour de positions stratégiques en Iran. Ça avait été, comme je le disais, donc déployé au Donbass en 2023. Ça permet en fait non seulement de brouiller des radars jusqu'à 300 km de rayon, mais ça permet également d'être employé contre des satellites en orbite basse, ce qui est le cas de Starlink, et de les désorienter et de ne pas leur permettre de se lier en fait aux stations au sol. L'Iran, il faut savoir que l'Iran dispose également de son propre système un peu identique, qui s'appelle Cobra V8, et qui est capable de brouiller des systèmes de radar, d'intercepter des signaux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment ces armes russes et iraniennes leur usage a été réaffecté, non seulement donc à la base, ce sont pour des défenses aériennes, mais là, ça a été réutilisé à des fins de contrôle de l'information sur une partie du territoire ou à tout le niveau national. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'aide russe qui a permis à l'Iran on va dire, de contrôler cette révolution de couleur. En plus de cette aide russe, on va passer en revue un petit peu le contenu de l'aide et la nature de l'aide chinoise à l'Iran en préparation d'un potentiel nouveau conflit avec Israël et avec les États-Unis. D'abord une aide conventionnelle, notamment la Chine aide l'Iran à développer une technologie qui permet de produire des gros moteurs de fusée à combustible solide. Alors, combustible solide, c'est important par rapport au liquide. Le solide, ça permet un décollage beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas besoin de préparer les fusées et les missiles. Ça peut décoller en l'espace de quelques secondes. Et actuellement, ce sont les missiles iraniens Shabab 2 qui peuvent atteindre Israël. Et donc la Chine apporte une aide substantielle à la fabrication de ces missiles. L'aide qui est plus nouvelle depuis la guerre de 12 jours, c'est que l'Iran en fait a tiré des leçons et suit, on va dire un peu à la lettre, le modèle qui est proposé par les Chinois, qui a été proposé au Pakistan. On a vu dans l'aide qui avait été donnée à la Chine au Pakistan dans son conflit de quelques jours contre l'Inde. Le Pakistan avait complètement dominé ce conflit grâce à une intégration de tout un matériel chinois, que ça aille du chasseur-bombardier aux missiles, aux radars. Et parce que les Pakistanais n'ont pas commis l'erreur qu'ont commis les Indiens de jeter un petit peu du matériel militaire à droite à gauche avec un gros problème d'intégration, les Pakistanais ont acheté toute la suite chinoise et ça leur a permis d'avoir vraiment une domination aérienne qui leur a permis cette victoire et notamment la destruction de plusieurs avions Rafale qui avaient été vendus par la France. Donc l'Iran s'est inspiré de cette coopération sino-pakistanaise. La première étape, c'est qu'ils ont la possibilité maintenant de changer complètement leur réseau de communication. Donc, comme je disais, en fait, il s'agit de couper en fait les capacités d'Israël en fait à savoir tout ce qui se passe dans l'espace aérien iranien. Et ça se fait avec du matériel Huawei qui est assisté du système Beidou, donc qui est l'équivalent chinois du GPS, et qui constitue en fait le nouveau bouclier numérique dont l'Iran a le plus urgemment besoin. Il y a des avions d'alerte avancés comme le KJ-500 qui avait été utilisé justement par le Pakistan contre l'Inde, qui eux aussi sont intégrés au GPS chinois qui s'appelle Beidou, qui est beaucoup plus précis, et ça peut détecter les F-35 israéliens jusqu'à presque 500 km de distance. Donc ça change vraiment la donne par rapport au matériel dont disposait l'Iran auparavant. La deuxième étape, c'est de se procurer les missiles de défense antiaérienne qui soient capables on va dire de descendre les avions israéliens qui pénètrent dans l'espace aérien iranien. Et là, c'est possible avec un missile chinois là aussi qui est on va dire en cours de co-développement avec l'Iran, qui est le HQ-9, la version B pour l'Iran. Et ça, c'est un missile qui a une portée plus longue, jusqu'à 200 km, et c'est un peu l'équivalent du S-300 russe, mais avec des capacités de radar beaucoup plus performantes. Et ça, c'est on voit des rumeurs comme ça de l'acquisition du HQ-9B dans les médias israéliens et américains, donc ça pourrait tout à fait être de la désinformation ou une manière d'attaquer la Chine, mais c'est quelque chose qui a été également confirmé par un parlementaire iranien qui est en charge d'une cellule sur la défense nationale au Parlement iranien. Et donc apparemment, l'Iran serait en cours non seulement d'acquisition, mais de co-développement. Et ça, c'est la raison de ce co-développement, c'est parce que la Chine ne souhaite pas, en fait, elle souhaite éviter un conflit avec le bloc occidental. Il faut se rappeler que l'Iran est toujours soumise à des sanctions très fortes de la part des États-Unis. Et donc, si la Chine ne livre pas ses missiles clés en main, ce qui serait considéré par les États-Unis comme une violation de l'embargo, mais la Chine envoie des pièces détachées, envoie des données aussi pour la fabrication du système en Iran, et également les pièces détachées qu'elle envoie principalement, et ça on l'a vu, il y a des cargos chinois qui ont été
a raisonné au large du Sri Lanka, parce qu'il justement il transportait des pièces détachées à destination de l'Iran, et c'est principalement des spectromètres et des gyroscopes pour ces missiles, et également du carburant. Il y a certains cargos chinois ou iraniens qui ont été arraisonnés par les États-Unis dans l'océan Indien qui transportait du perchlorate d'ammonium, et qui est ce fameux carburant solide qui est utile pour tout ce qui est les boosters des fusées et les missiles. Voilà. Enfin, la troisième étape, c'est l'achat par l'Iran. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. L'achat par l'Iran de chasseurs chinois, le J-10 version CE, qui est alors l'acquisition d'une trentaine. Apparemment, on parle de 36 chasseurs qui ont été achetés et qui devraient être livrés dans le courant de l'année prochaine. Et apparemment, les pilotes seraient déjà en formation. Les pilotes iraniens seraient déjà en formation. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de se rappeler que la Chine propose et suggère fortement l'intégration d'une suite totale qui consiste donc en un chasseur, un missile, une défense antimissile et des radars terrestres et aériens qui permettent vraiment de changer complètement la donne en Iran, mais également au Moyen-Orient, qui permet en fait de mettre à mal la supériorité aérienne d'Israël dans la région, et ce qui, une fois que l'Iran aura acquis tous ces équipements et se sera entraîné à les intégrer et aura changé un petit peu sa doctrine militaire, eh bien ça permettra vraiment à l'Iran de ne plus être une cible aussi facile que ce qu'elle l'a été suite au bombardement aérien américain et israélien. Et enfin, dernière chose dont il faut garder un œil, c'est sur les modes de paiement de toutes ces transactions militaires entre la Chine et l'Iran, parce que l'Iran a la possibilité de payer en nature avec son pétrole à la Chine. Il faut se rappeler que 90% du pétrole iranien part à destination de la Chine. Alors pour la Chine, ça représente que 10 à 15% de son approvisionnement, mais pour l'Iran, c'est quelque chose de très important, c'est 90% de ses ventes. Et donc l'Iran paye en nature ses achats d'armement. C'est pour ça d'ailleurs que ça a pris autant de temps, c'est parce que la Chine était réticente pendant des années à être payée comme ça en nature, par un système de troc, et maintenant, devant les difficultés de l'Iran à pouvoir réaliser des transferts bancaires, on se rappelle donc toutes les sanctions par SWIFT, et la Chine aussi, qui ne veut pas exposer ses banques à des sanctions américaines, eh bien la Chine accepte le paiement en pétrole iranien, et ça explique la présence de cette flotte qu'on appelle une flotte fantôme, qui sont en fait des navires chinois ou iraniens ou battant sous pavillon de complaisance, et qui transfèrent le pétrole iranien vers la Malaisie, et de la Malaisie vers la Chine, où ils sont raffinés dans des petites raffineries locales. Voilà. Alors, si l'Iran venait à adopter rapidement tous ces équipements et des systèmes réseau chinois, eh bien, comme je le disais, ça pourrait réellement mettre en déroute les forces israéliennes, et ça permettrait au Moyen-Orient probablement d'assister à un redécoupage des frontières territoriales, puisque d'autres pays comme l'Égypte et comme d'autres pays, certains pays du Golfe, sont en train de penser et d'acquérir des systèmes chinois de cette qualité, qui souvent remplacent en plus des systèmes russes qui auraient été préférés. On se rappelle que l'Égypte avait tenté d'acheter des Sukhoi 35, mais la Russie étant prise par la guerre en Ukraine, eh bien ces ventes vers l'étranger ont considérablement ralenti, et donc la Chine en fait profite un petit peu de ce problème de capacité de l'industrie d'armement russe, et en fait a réussi à placer ces produits qui sont de qualité tout à fait égale, ou en tout cas capables de concurrencer les systèmes russes. Voilà. Alors le problème de l'Iran, en plus de la rapidité à acquérir ces systèmes, c'est bien sûr les problèmes internes. On connaît les problèmes en Iran de factions au sein du gouvernement qui sont, on va dire, des libéraux, plutôt pro-américains. Il y a des problèmes de corruption énormes, évidemment, et il y a des luttes de factions au sein du gouvernement, même entre des gens qui ne sont pas pro-américains. Donc le problème de l'Iran, avant de pouvoir intégrer toutes ces solutions, c'est d'abord de faire le ménage en interne et de remettre à plat sa gouvernance, parce que la Chine, elle peut fournir tous les produits de technologie très supérieure, mais ça ne modifiera l'équilibre dans la région que si le gouvernement
réussi à contrôler totalement l'armée, à se mettre d'accord sur le type d'armement qu'ils veulent acquérir. Il y a une industrie de l'armement en Iran qui est très forte, qui est aussi bien sur les radars que sur les drones, que sur les missiles. Et donc, forcément, il y a une tentation iranienne tout à fait respectable de garder sa souveraineté en termes de matériel militaire, mais il y a urgence et donc certaines factions poussent plutôt pour une collaboration avec la Chine. Voilà. Et dernier point, sur cette collaboration sino-iranienne dans le domaine de l'armement, eh bien, il y a le problème de la guerre de l'information à ce sujet, sur lequel surtout la Chine doit faire très attention. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est Israël qui principalement accuse la Chine de livrer des missiles à l'Iran. Et d'ailleurs, la Chine l'a pris très au sérieux puisqu'elle l'a démenti par l'intermédiaire de son ambassade à Tel Aviv, pas son ambassade à Téhéran. Donc on voit que la Chine a pris cette accusation très au sérieux, mais elle l'a démenti. La Chine dit qu'elle ne vend pas de missiles. Alors comme je disais, il y a peut-être probablement une façon de jouer sur les mots, ça de ne pas vendre des missiles clés en main, mais de vendre les éléments qui permettent de les construire. Enfin, toujours est-il que la Chine dément, et je vais vous lire rapidement le communiqué qui est régulièrement mis en avant par la diplomatie chinoise. Je cite: « La Chine s'oppose fermement à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs et renforce continuellement ses capacités d'application en matière de non-prolifération. La Chine n'exporte jamais d'armes vers des pays en guerre et maintient un contrôle strict sur l'exportation des biens à double usage. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine adopte une approche prudente et responsable en matière d'exportation de biens liés à l'armée. C'est le concept de la non-interférence dans les affaires d'États souverains et dans les conflits, et de non-prolifération. » Voilà. Mais, il faut savoir, donc ça c'est le texte qui est lu par le ministère des Affaires étrangères, mais la réalité sur le terrain, il est possible et même très probable que la Chine offre un soutien on va dire très important de la même nature que le soutien russe, tout en niant publiquement. Et ça, c'est quelque chose on appelle ça la dénégation plausible, qui permet à Pékin d'affirmer son influence militaire dans la région, de mettre en avant certains de ses équipements, tout en détournant les critiques internationales et en préservant une certaine flexibilité diplomatique dont elle a besoin, notamment avec des rivaux régionaux comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, comme la Turquie. Voilà. Et donc ça permet à la Chine d'avoir un petit peu un pied dans les deux situations. Alors la Chine, comme on voit, elle a toutes les raisons de soutenir l'Iran stratégiquement, mais peu d'incitation à le faire de manière visible. C'est pour ça qu'on verra de plus en plus, je pense, de déclarations chinoises qui vont jouer un petit peu sur les mots en niant livrer des équipements clés en main, mais en tout cas en se concentrant sur des équipements défensifs ou des pièces détachées d'équipements défensifs ou des expéditions de matériel à double usage, puisque là, matériel à double usage, a priori, c'est difficile pour les États-Unis de définir précisément ce qui peut être utilisé par une armée ou pas. Voilà. On va regarder rapidement ce qui retourne de l'accusation qu'on voit régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux, comme quoi la Chine ne volerait pas au secours de ses alliés du Sud global, que ce soit, on a vu la Syrie, le Venezuela ou l'Iran. Eh bien d'abord, il faut voir que il n'y a pas eu de demande d'intervention spéciale ni de la Syrie, ni du Venezuela, ni de l'Iran. Donc, par respect pour la souveraineté de ces pays-là, la Chine ne peut pas voler au secours comme ça sans qu'il y ait une demande expresse des gouvernements d'intervenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la tyrannie de la distance. Quand on voit où est la Chine par rapport au Venezuela, par rapport à la Syrie, eh bien, toute intervention, tout soutien militaire qu'il soit, va forcément être limité et avec un succès peu probable. Et surtout, le problème que ça générerait, c'est que en cas d'intervention, on imagine une intervention chinoise, quelle qu'elle soit militaire, aux côtés du Venezuela, il est certain que ça mènerait à une escalade des États-Unis, et là, la Chine se retrouverait dans un conflit direct avec les États-Unis, ce qu'elle ne veut surtout pas. Autre point à garder à l'esprit, c'est que la Chine n'a signé aucun traité d'assistance mutuelle avec aucun pays. On se rappelle que la Russie l'a fait avec la Corée du Nord, mais la Chine n'a signé aucun traité de la sorte, donc elle n'a aucune obligation légale
à aller au secours comme ça de pays qui sont certes idéologiquement proches, mais qui ne sont pas des alliés, qui sont des partenaires, elle signe beaucoup de partenariats stratégiques, mais elle n'a pas d'obligation morale à aller les défendre parce qu'ils sont attaqués par les Gémons. Et en plus de ça, il faut savoir que ce serait en fait un piège, c'est un piège qui lui est tendu à la Chine, parce que le discours récurrent en Occident, c'est de dire que la Chine est globalement le nouvel hégémon qui en fait n'attend qu'une chose, c'est de prendre la place des États-Unis. Et si la Chine donc commençait à se laisser aller à des interventions, à un certain aventurisme comme ça militaire un peu partout dans le monde pour aider des États dans le besoin ou pour aller protéger certains bateaux qui sont arraisonnés par les États-Unis, eh bien ça permettrait à tout l'Occident de dire finalement la Chine est bel et bien une nouvelle puissance hégémonique, interventionniste. Et donc il faut être logique. On ne peut pas se plaindre des interventions des États-Unis partout dans le monde et demander à ce que la Chine fasse exactement la même chose. Donc il n'y a aucune obligation pour la Chine à se mettre comme ça en avant pour aller voler au secours d'États du Sud global en difficulté, attaqués par les États-Unis. Il faut bien savoir que c'est justement le jeu qui est joué par les hégémons anglo-américains. C'est comme ça de créer d'allumer des feux un peu partout dans le monde, en espérant aussi bien la Russie et la Chine interviennent, et donc comme ça se dispersent leurs maigres ressources, parce qu'il faut bien voir que ce sont des pays qui ont des budgets militaires bien inférieurs à ceux des États-Unis et de l'Occident, et qui en plus de ça, il faut se rappeler, la Russie est occupée en Ukraine, Taïwan est obligé, la Chine est obligée de faire attention à se préparer à une possible confrontation avec les États-Unis par proxy interposé évidemment, que ce soit les Philippines, que ce soit Taïwan, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Japon. Donc il ne faut surtout pas pour la Chine qu'elle tombe dans le piège de la dispersion de ses ressources dans le monde entier, comme ça en allant voler au secours à droite à gauche de conflits qui sont allumés comme ça par les États-Unis, justement juste pour tendre un piège à la Chine et à la Russie. Voilà. Et on voit en plus de ça que la Chine, aussi bien la Chine que la Russie, mais surtout la Chine, elle a quand même une certaine latitude pour aider ces États en difficulté. Elle achète aussi bien le pétrole vénézuélien que le pétrole iranien, dont elle n'a pas un énorme besoin. Le pétrole vénézuélien, c'est moins de 4% de l'approvisionnement chinois. Comme je le disais tout à l'heure, le pétrole iranien, c'est entre 10 et 15%, et c'est tout à fait possible pour la Chine en cas de coupure d'approvisionnement, comme c'est le cas actuellement avec le Venezuela. Elle peut tout de suite s'approvisionner auprès de la Russie, auprès du Kazakhstan, auprès de l'Indonésie, auprès d'autres États. En plus de ça, la Chine continue de découvrir des gisements chez elle, donc elle n'a pas un besoin impératif comme ça d'acheter du pétrole vénézuélien, iranien. Elle le fait justement pour soutenir ces États, pour leur permettre de s'autonomiser par rapport, ce sont des États qui sont sous sanctions américaines. D'une certaine manière, elle va au conflit un peu avec les États-Unis en faisant en achetant du pétrole vénézuélien, iranien et en l'acheminant vers la Chine. C'est quelque chose que les États-Unis tolèrent pour l'instant, mais dans leur régime de sanctions, ils pourraient tout à fait déclarer cela illégal et attaquer la Chine, ou arraisonner plus de navires comme ils ont commencé à le faire. La Chine a également énormément investi au Venezuela. Il faut voir que ce ne sont pas des petits montants. La Chine a plus de 600 projets de collaboration avec le Venezuela, et ces projets, en tout, c'est 100 milliards de dollars d'investissement direct et 600 milliards de prêts. Donc c'est énorme. Et enfin, les livraisons de pièces détachées, de carburant, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc l'aide de la Chine au Venezuela, à l'Iran, n'est pas négligeable, mais évidemment, on n'en entend pas parler dans les médias occidentaux. Dernier point qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, ce sont les leçons tirées de ces conflits, par la Chine notamment, mais également par Taïwan, parce que Taïwan s'identifie souvent dans les médias occidentaux comme le potentiel, on va dire,
la potentielle victime d'une agression chinoise, de la même manière que l'Ukraine serait la victime d'une agression russe. Alors, à Taïwan, il y a un certain nombre d'instituts de recherche en défense nationale. Il y a énormément dans les think tanks américains de papiers de recherche qui sortent sur les leçons à tirer pour Taïwan de la guerre en Ukraine. Mais c'est la même chose en Chine. La Chine observe très attentivement ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé en Iran, puisqu'il est tout à fait envisageable et envisagé que en cas de confrontation avec Taïwan, déclenchée par les États-Unis, eh bien, la Chine doit faire face à une guerre hybride comme ça, où du matériel comme Starlink serait utilisé massivement pour permettre une résistance à une éventuelle intervention chinoise. Alors, il faut voir que Starlink, comme je disais tout à l'heure, a été rendu gratuit en Iran la semaine dernière. Il a été également rendu gratuit au Venezuela. Hein, je vous montrerai, c'est disponible, on le voit sur le site de Starlink. Et c'est un soutien militaire, on se rappelle, très important pour l'armée ukrainienne. Mais justement, comme on le voyait tout à l'heure, l'Iran a réussi à brouiller ce système qui était réputé être impossible à brouiller et a même pu le retourner contre ses utilisateurs pour pouvoir identifier quels étaient les fauteurs de troubles en Iran. Les États-Unis, il faut le savoir, ce sont les spécialistes de ce type de technologie qui permettent de contourner les censures gouvernementales qui sont utilisées dans les pays où ils veulent faire un changement de régime. On se rappelle de technologies qui ont été développées par la CIA, comme la messagerie Signal, qui a été développée pour ça, le navigateur Tor, les VPN et d'autres applications, comme notamment récemment, il y a l'ancien propriétaire de Twitter, donc X aujourd'hui, Jack Dorsey, qui vient de lancer une nouvelle société qui s'appelle BitChat et qui est en fait une messagerie qui permet justement de s'affranchir du GSM, de s'affranchir du Wi-Fi, et donc les téléphones communiquent entre eux par ondes radio et par Bluetooth, et c'est présenté comme étant une arme qui sera mise dans les mains de tous les éventuels contestataires à des gouvernements qui sont sur la liste des régimes à changer par les États-Unis. Voilà. Alors les enseignements tirés de la guerre hybride, de cette guerre hybride entre la Russie et l'Ukraine, serviront, il faut le savoir, à préparer une guerre éventuelle hybride là aussi entre les États-Unis et la Chine par pays interposés, que ce soit Taïwan, on pense évidemment à Taïwan en premier, mais peut-être aussi les Philippines, le Japon ou la Corée. L'armée populaire de libération, donc l'armée chinoise, elle se prépare justement à comment obtenir une domination électromagnétique alors que l'ennemi dispose d'une constellation comme ça de plus de 10 000 satellites. Starlink, c'est 10 000 satellites autour de la planète qui sont capables de sauter, de changer de fréquence, de s'adapter et de résister au brouillage en temps réel. Et là, il faut voir que il y a une étude récente qui a été divulguée dans les médias, une étude chinoise qui montre que l'APL prépare une contre-attaque électronique elle aussi, et qui pourrait brouiller comme ça les communications de Starlink au-dessus de Taïwan, le temps nécessaire d'une intervention au sol. On voit aussi que la Chine a un projet concurrent à Starlink avec le lancement, alors là pour le coup, de plus de 200 000 satellites autour de la planète à une orbite différente et qui permettrait justement de compenser l'effort américain avec Starlink. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que avec le déclenchement de la crise ukrainienne, et on le voit à nouveau avec cette crise iranienne, eh bien il y a une nouvelle forme de guerre hybride qui commence à émerger. La Chine a beaucoup étudié la guerre hybride en Ukraine, et puis la théorie de la guerre hybride russe, et la Chine au début a été très, on va dire, très intéressée par cette théorie, et elle s'en est petit à petit éloignée pour en fait, on va dire, rééquilibrer l'importance de l'armement conventionnel par rapport à l'armement, on va dire, non conventionnel, comme la guerre électronique et des choses comme ça. Et la Chine donc est en train de développer sa propre théorie de la guerre hybride, qui sera basée beaucoup plus sur aussi bien un équilibre entre les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles de type guerre électronique, mais également sur une préparation
du conflit en amont, avec des tentatives justement par les systèmes électroniques de, on va dire, brider ou de, on va dire, d'affaiblir les systèmes de guerre électronique de l'adversaire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à la relayer autour de vous, également sur vos réseaux sociaux. C'est très important pour faire augmenter la visibilité de la chaîne et de mon compte sur Twitter, où je fais des analyses beaucoup plus régulières sur les sujets qui touchent à la Chine et sa relation au monde. N'hésitez pas également à regarder Telegram, ma chaîne Telegram. Et je rappelle, toujours d'actualité, mon livre « Comprendre la relation Chine-Occident », la superpuissance réticente, donc la Chine, contre l'hégémon isolé, les États-Unis. Et ce livre est disponible sur le site thebookedition.com. Il est au tarif de 17 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Et il est également disponible chez Amazon, chez Rakuten en France uniquement. Amazon France et Rakuten France, et dans toutes les bonnes librairies. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine, et je lis attentivement vos commentaires, et j'y répondrai s'il y a des questions précises. N'hésitez pas également à me faire savoir si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez que je traite sur le sujet de la Chine. Merci et à très bientôt.